Si tu quittes une personne qui est perverse narcissique, on va parler de séparation, de divorce et de finances, de patrimoine. Dans un cas classique, avec une personne normale, divorcée, c'est déjà quelque chose de compliqué. Là, ce n'est pas juste une séparation, c'est pas juste un divorce, c'est une situation qui est émotionnellement atroce à supporter, et c'est aussi une guerre de patrimoine. Il y a plusieurs cas de figure aujourd'hui si tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu te dis, très en amont, un jour je vais quitter cette personne, et il faut que je me prépare. Par exemple, je songe à quitter mon mari, ma femme perverse narcissique, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou en tout cas, un jour je le ferai. Ou peut-être que c'est déjà engagé, qu'il y a déjà eu les mots de séparation, de rupture, de divorce, et que tu es dans le cœur du cyclone. Peut-être aussi que tu es déjà à l'étape d'après, vous avez déjà des avocats, et vous avancez dans la procédure. Quelle que soit ta situation, ça parle de toi aujourd'hui. Si jamais tu n'es pas préparé, tu risques de perdre beaucoup. Tu risques de perdre ta santé mentale et tu risques de perdre tout ton patrimoine. Cette vidéo est sponsorisée par Divorce Consulting. Je t'en parlerai vers la fin de la vidéo. C'est un accompagnement unique en France pour ceux qui passent à travers les méandres psychologiques du divorce avec une personne qui est perverse narcissique et qui permet de maîtriser le processus de séparation de bout en bout. Pour démarrer cette vidéo, j'aimerais te montrer, te faire découvrir ou t'éclairer sur le fait qu'il y a 3 menaces réelles quand on parle de pervers narcissique et d'argent. Ce n'est pas juste de l'argent, comme ça pourrait l'être dans un divorce classique. C'est une arme de contrôle. La personne qui est perverse a vite compris que l'argent lui permettait de te dominer, et même mentalement de pouvoir gagner dans sa tête. La plupart, si ce n'est pas tous les pervers narcissiques, ont un rapport délirant avec l'argent, c'était une extension de leur ego, et c'est aussi un moyen de te punir si jamais tu pars. C'est-à-dire que c'est un moyen de te faire rester dans la relation, puis si tu pars, c'est un moyen de punition. Voici les 3 stratégies qui sont les plus classiques quand on parle de quitter ce genre d'individu. La toute première, ça va être de dissimuler ses actifs. En gros, il a un contrôle absolu, une visibilité absolue sur ce que toi tu gagnes, sur ce que toi tu possèdes. Lui, par contre, de son côté, c'est flou. Mettez-moi en commentaire si je me trompe. Tu sais pas exactement ses revenus, tu sais pas exactement ce qu'il possède ou comment ça se passe. On a l'impression qu'il dissimule tout ceci à la dernière minute, au moment du divorce. En réalité, pendant toute la relation, ça a été présent. Ils ont dissimulé quasiment depuis le dernier jour. On parle parfois d'années à l'avance, voire même depuis le jour 1. Alors si lui a peut-être accès à ton compte bancaire en un clic parce que tu as filé le mot de passe, peut-être même que tu lui as délégué la gestion financière de votre couple, lui c'est différent. Il a des comptes bancaires qui sont cachés, il peut avoir des complices, ça peut être des frères, des sœurs auxquels il envoie de l'argent, ses parents. Il peut sous-déclarer ses revenus, il peut créer des holdings avec des sociétés filles dans d'autres pays que tu ne vois même pas. Et il peut aussi créer des placements financiers pour vider les comptes en douce. La plupart des gens me disaient « Oui, mais l'argent, déjà je lui faisais confiance et puis ça m'intéressait pas tant que ça, toutes ces procédures administratives. » Est-ce que réellement ça ne t'intéressait pas ou est-ce que c'est lui qui t'a convaincu de ne pas t'y intéresser ? Parce que c'était pas important, parce que tu le faisais mal, parce que c'était compliqué et parce que lui le ferait mieux. Alors ne vous inquiétez pas, on passe à la solution étape par étape dans cette vidéo pour savoir comment s'en sortir juste après. La deuxième chose qui s'est passée, c'est très probablement qu'il a dilapidé le patrimoine. Pas toujours, mais souvent. Cacher son patrimoine, cacher ses comptes bancaires, cacher ses investissements, c'est déjà pas terrible, mais dilapider l'argent, le perdre exprès, c'est encore pire. On est dans une stratégie de destruction. Il est donc capable, rapidement, de pouvoir tout dilapider. Histoire que, si lui n'a rien, il s'assure que tu n'auras rien non plus. Et j'ai cette image qui me revient très souvent en tête, dis-moi si ça te parle, c'est l'idée qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils avaient été intelligents ou gentils, ou ne serait-ce qu'un peu égoïstes ou conciliants, il y aurait eu des solutions pour que tout le monde s'en sorte bien. Et là, ils vont prendre des décisions pour que tu gagnes moins, même si ça les pénalise eux-mêmes. Ils peuvent te vendre des objets personnels à prix dérisoire, une maison, un appartement que vous avez, faire des mauvais investissements fait exprès. Il y a un mot pour ça dans la loi qui s'appelle le recel de communauté, qui est inscrit dans le code civil, mais même si on peut l'invoquer, ça reste quelque chose qui est très dur à prouver. Comment prouver que mon mari a vendu exprès des choses à bas prix, là où lui pourrait dire « Oui, mais j'ai été obligé, je n'ai pas eu le choix, le marché était mauvais, et donc j'ai dû faire comme ça. » On est donc réellement dans une stratégie de la terre brûlée. Si je ne gagne pas, alors
je vais te détruire et je détruirai tout ce qu'il y a, aussi bien pour moi que pour toi. Il y a 2 objectifs. Tout d'abord, c'est t'en donner moins au moment du partage. Et le deuxième, c'est t'affaiblir, te faire peur. Si jamais tu pars, voici ce que je vais faire. Voici ce qu'il veut passer. C'est ce qui fait que parfois, on peut être maintenu dans des couples pendant très longtemps. Donc, en gros, si tu oses partir, ce sera de ta faute si tout est détruit. Alors qu'en réalité, c'est lui qui orchestre depuis le départ le fait que tu doives rester. Et s'il y avait eu un peu d'intelligence dans cette équation, une séparation peut aussi très bien se passer. Troisième chose que tu dois subir au quotidien, c'est un chantage permanent. Par exemple, il peut refuser de quitter le domicile conjugal en trouvant toujours une bonne excuse. On se rappelle que leur arme, c'est la parole. T'envoies 2-3 lignes par email pour clarifier quelque chose de simple. Il te répond avec 300 lignes qui partent dans tous les sens, où il t'accuse, où il confond, et où il joue son arme préférée, c'est la confusion mentale. Je t'envoie plein de choses dans tous les sens, je te remets toute la faute sur toi, et en gros, c'est de ta faute. De manière très classique, il peut bloquer toutes les décisions sur la vente des appartements, des maisons, de tout votre patrimoine, et ça peut durer jusqu'à très longtemps, jusqu'à 6 ans, jusqu'à 8 ans. Il va bien évidemment sous-déclarer ce que lui-même gagne et surévaluer toutes les charges du domicile, et il te fera des menaces. Si jamais tu pars, les enfants n'auront plus la maison familiale. Si jamais tu pars, on ne saura plus où se loger. Ce sera de ta faute. Alors là, c'est bon. On a passé le plus dur dans la vidéo. On peut décrisper ses épaules, se détendre, respirer à nouveau profondément. C'est bon. On a peut-être revécu mentalement certaines choses. On va voir maintenant la compréhension de cette personne parce que c'est essentiel de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne pour ensuite mettre en place un plan d'action qui soit précis, simple et cadré. C'est reprendre du contrôle sur une situation pour ne pas que ça nous échappe. Pour cette seconde partie, j'ai commencé par vous mettre le tableau de Caravaggio qui s'appelle Narcissus, un homme amoureux de sa propre réflexion. Pourquoi s'acharne-t-il autant sur l'argent? On a commencé à avoir des éléments de réponse dans le début de la vidéo. Le patrimoine, ce n'est pas juste une ressource économique normale, comme c'est le cas dans tout couple, comme c'est aussi le cas dans tout divorce. Même un divorce qui devrait bien se passer va souvent bloquer dessus. Là, on est clairement un cran au-dessus de tout ça. On est un cran au-dessus des pires divorces. L'argent devient son outil de contrôle, de manipulation, de puissance. C'est une extension de son ego, de son identité grandiose, et c'est un symbole de puissance. Si jamais il devait perdre des biens dans ce divorce, ce serait une blessure narcissique qui serait insupportable pour lui. Un partage équitable, si toi ça te semble être normal, être logique, être juste, pour lui c'est une humiliation. C'est un affront à sa toute-puissance. Je te rappelle qu'il se pense comme étant un demi-dieu venu du ciel. Il est parfait, il mérite tout, même s'il n'a rien fait. C'est-à-dire que même s'il est assis sur son canapé à ne rien faire, il mérite les louanges et la gloire de tous les êtres humains sur Terre, de toutes ces petites fourmis qui doivent reconnaître sa grandeur. Et ça explique déjà un peu pourquoi on a des batailles patrimoniales qui sont compliquées, qui sont longues, avec beaucoup d'amertume, et qui sont aussi souvent incompréhensibles. Et c'est là qu'on va arriver à l'un des premiers pièges, c'est que cette injustice, ces choix irrationnels qui font que vous allez couler tous les deux, il les assume pleinement. Et toi, tu ne comprends pas ça, avec le risque que tu t'énerves, que tu montes le ton, et qu'il fasse ce qu'il sait très bien faire, une capture d'écran. Voici ce qui se passe chez mon ex est fou ou folle, regardez monsieur, madame la juge, regardez ce que mon ex dit. En fait, c'est juste qu'il t'a poussé à bout dans des choix, dans des phrases irrationnelles. Comprends bien que dans sa tête, t'es juste une fourmi, t'es un ver de terre. Même si tu gagnes 10 fois son salaire, même si tu réussis plus que lui, même si ta vie était géniale avant lui et que la sienne était nulle. C'est lui qui est meilleur que toi. Il ne comprend même pas que tu puisses le quitter. Parce que tu es son objet. Tu es l'une de ses extensions. On a vu que l'argent était l'une des extensions de son ego. Tu es également l'une des extensions de son cerveau, de sa vie, de son corps. Partant de ça, il ne comprend pas comment est-ce qu'une petite fourmi a le droit de partir. Il rentre dans une rage narcissique, dévastatrice. C'est là que tu vois son visage se transformer, les yeux qui deviennent noirs, espèce de bave, comme si tout son visage était différent, comme dans les films. On parlait d'irrationalité et du fait de couper la branche sur laquelle il était assis. Il préférera perdre son propre argent plutôt que de te voir partir avec quoi que ce soit. C'est inacceptable. Cette partie-là est extrêmement importante et je te demande de l'écrire quelque part si c'est nécessaire. Tu as peut-être considéré, parce que vous étiez en couple ensemble, que vous étiez identiques, dans le même bateau, et que vous faisiez tout dans le même genre d'intelligence.
Vous n'êtes pas identiques. Tu es en train de traiter avec une pathologie psychologique, avec quelqu'un qui est malade. Vous n'êtes pas identiques. Tu n'as rien à voir avec lui. Vous n'étiez pas dans le même bateau. Lui, il creusait des trous dans la coque du bateau pendant que toi, tu passais ton temps à les réparer. Vous n'êtes pas ensemble sur le même chemin. Donc à partir d'aujourd'hui, ne lui réponds plus comme à une personne normale, comme par miroir en te disant « si je pense comme ça, il pensera aussi comme ça ». Ce n'est pas le cas. Vous n'avez rien à voir l'un avec l'autre. Pour aller plus loin dans la compréhension de la pathologie, il est toujours dans le maintien du contrôle. Peut-être même qu'il t'a découragé professionnellement. Tu ne devrais pas continuer à faire ce travail. Regarde comment est ton patron, il est nul. Tu mérites de faire autre chose. Quitte ce job. Et peut-être même que tu l'as cru, que tu as changé, que tu t'es mis en insécurité en te disant « vu que c'est mon mari, vu que c'est ma femme, cette personne doit avoir raison ». Ce n'est pas le cas, il n'était pas là avec toi. Si tu perds ton job, il a plus de contrôle financièrement sur toi. Tu es à sa merci, tu ne peux pas partir. Probablement aussi, comme on l'a dit en début de vidéo, qu'il a géré tout seul les finances. C'est lui qui a les mots de passe de tous les comptes bancaires, c'est lui qui sait exactement ce qui se passe, c'est lui qui sait au centime près ce que tu gagnes. Toi, par contre, de ton côté, c'est flou. Tu ne sais pas précisément ce qu'il gagne. Tu n'as pas les mots de passe de tous les comptes bancaires. C'est lui, par exemple, qui va faire les déclarations d'impôts en fin d'année. Et cette dépendance financière qu'il a créée pendant la relation, il va vouloir la prolonger après la séparation. En gros, son calcul tout simple, on a tendance à surestimer les pervers narcissiques. Ce sont des gens qui sont plutôt bêtes, ce sont des gens qui pensent à court terme. Ils n'ont aucune vision long terme. Un psychopathe a une vision long terme. Un psychopathe peut mettre en place un plan d'exécution d'une vengeance sur 8 ans ou sur 10 ans. Un pervers narcissique a une vision sur les quelques jours, quelques heures qui sont juste devant lui, pas plus. Et il se dit, comme un enfant de 7-8 ans, si ma femme n'a plus d'argent, elle va revenir. C'est moi qui aurai gagné, c'est moi qui aurai le contrôle. Maintenant que tu as mieux compris à qui tu as affaire, on va passer à du concret, à des actions à mettre en place dès aujourd'hui. C'est une méthode que je te donne étape par étape. N'hésite pas, mets en pause cette vidéo, prends une feuille, prends ton téléphone, note toutes les étapes. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu constitues, ce dossier, il doit être confidentiel. Que tu sois bien avant le divorce, des mois ou des années avant, en plein divorce, juste après ou même bien longtemps après, ce que tu fais, ce que tu prépares doit être confidentiel. Tu n'en parles même pas à tes amis, ni aux enfants, ni à toute personne qui serait susceptible de lui répéter. Je pense notamment des fois à des gens où on se dit, et ils lui diront jamais, la personne qui est perverse narcissique a des oreilles partout. C'est le genre de personne qui peut aller déposer plainte contre toi pour violence, puis appeler ta famille 3 jours après pour savoir comment tu vas, l'air de rien. Ou ta sœur, ou ton frère, ou tes meilleurs amis, ou la femme de ton meilleur ami. C'est-à-dire que je veux pas créer une paranoïa, mais ils se permettent des choses que toi, tu ne te permettrais pas de faire. Toi, tu ne te permettrais pas d'aller appeler sa sœur, son frère ou ses ex. Parce que tu sais que vu ce qui se passe, c'est entre vous deux. Une personne perverse, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, a cette espèce de déconnexion qui fait que tout d'un coup, il peut appeler ta famille et passer pour la personne la plus gentille sur Terre. Donc ton plan, il ne concerne que toi aujourd'hui et éventuellement des experts. On en parlera après et tu fais comme tu le souhaites. Donc, avant même de dire que tu vas divorcer, si jamais on est dans le cas de figure qui se passe en amont, constitue ton dossier de manière confidentielle. Si jamais il y a des notes sur ton ordinateur, change ton mot de passe. Si jamais c'est sur iCloud, si jamais c'est sur Google Drive, change tous tes mots de passe. On estime qu'il faut à peu près entre 5 et 10 heures pour changer les mots de passe de toute sa vie. J'aimerais que tu changes tes mots de passe partout. J'aimerais que si c'est sur une feuille, que cette feuille ne soit pas à la maison. Voici une checklist rapide de tout ce que tu dois préparer. Tout d'abord, tous les relevés bancaires. 24 derniers mois minimum. Si tu n'y as pas accès, tu vas à ta banque avec ta carte d'identité ou tu appelles un conseiller, tu trouves ton accès. La copie des 5 dernières années d'avis d'imposition, les titres de propriété de tous les biens immobiliers, le justificatif de tous les placements, assurance vie, PEA, livret. Si jamais c'est difficile, déjà là, je t'en sors pas mal. Je sais que mentalement, parfois, on a du mal à faire ça tout d'un coup. Parce que ça prend du temps, parce qu'on est aussi souvent faible, que ce soit avant le divorce, pendant ou même longtemps après. Ça reste des tâches délicates. Tu t'en fais une demi-heure par jour, ou même un quart d'heure. Tu te dis chaque jour, je ferai un petit pas en plus vers la création d'un dossier qui soit efficace. Moi, le mien, j'ai dû mettre 5 mois à le faire en y passant une demi-heure
par jour, peut-être même parfois un quart d'heure. Et des fois, je sautais mon tour quand c'était trop dur mentalement. Je me préparais un petit café que j'aimais bien, un morceau de chocolat, et je me disais, allez, on va s'y mettre, c'est compliqué, mais je vais le faire. Prends des photos de tout ce que vous possédez, récupère les factures de tout ce que vous avez qui a de la valeur. Si c'est un t-shirt de chez Zara à 15 €, c'est pas la peine. On va se concentrer sur ce qui vaut le plus cher. Et au plus que tu peux, récupère des infos sur tes revenus et aussi sur les siens, au maximum que tu peux. Sur Internet, on peut trouver par exemple sur Papers des chiffres d'affaires de société et voir un peu comment c'est imbriqué. Pour les objets de valeur ensuite, pour la partie physique, si ton mobilier a beaucoup de valeur, fais dresser un inventaire par un huissier au moment où il n'est pas là. Tu peux te renseigner. Encore une fois, tu te dis, mardi prochain, pendant une demi-heure, je vais appeler un huissier pour savoir comment ça marche. Tous tes objets de valeur, mets-les en sécurité, soit dans un coffre à la maison, mais à mon avis, si un coffre à la maison, il y aura accès, ou plutôt chez un proche, chez un voisin, chez quelqu'un de ta famille, voire même à la banque. La banque peut te donner un casier qui coûte généralement pas très cher par mois pour stocker tes affaires. Tu scannes tout, tu stockes tout à un endroit où il ne peut pas accéder. Et surtout, très important, tu ouvres dès aujourd'hui un compte bancaire dont il ignore l'existence pour te protéger. Parce que si un jour il fait geler vos comptes bancaires, si jamais, de manière encore plus classique, il vient vider complètement vos comptes bancaires parce qu'il a le droit si vous êtes marié, dans ce cas-là, tu n'aurais plus rien. Donc prépare un endroit avec une petite somme qui pourrait te servir à vivre pendant au moins quelques jours, voire quelques semaines. Si jamais le pervers narcissique découvre tes intentions, avant que tu sois prêt, il va accélérer la dissimulation, il va accélérer sa propre stratégie. Il a de l'avance sur toi parce que lui a commencé cette stratégie lentement depuis le premier jour où vous vous connaissez. Donc pars du principe que tu as un petit peu de retard et qu'il faut commencer, qu'il ne faut pas qu'il sache que tu sois là-dedans aujourd'hui. Avant de passer aux étapes suivantes de la stratégie, j'aimerais te parler de Divorce Consulting, qui est un site avec une expertise très sérieuse dans ce domaine-là et qui accompagne des personnes qui passent exactement par ce type d'étapes. Il y a Benoît Lemogne, qui est dirigeant, qui est très compétent là-dedans et qui ne traite que ce genre de cas de figure. Il y a 4 piliers dans l'accompagnement. Parce qu'un divorce, ce n'est pas que avoir un avocat, ce n'est pas non plus que avoir une stratégie psychologique, c'est un tout à 360 degrés. Dans ces 360 degrés, il y a l'analyse psychologique de ton conjoint. Même si les pervers narcissiques se ressemblent tous, il y a des spécificités dans votre histoire, bien évidemment. Il y a aussi une préparation stratégique pour sécuriser tout votre patrimoine. Ça va être par exemple d'identifier ensemble ce que vous possédez, documenter tous les flux financiers, mettre les preuves en sécurité et anticiper toute tentative de dissimulation. Ensuite, vous mettrez ensemble toute la stratégie, je dirais pas heure par heure, mais en tout cas jour par jour, du moment où on va annoncer la séparation, de la communication, des messages qu'il faut envoyer ou pas. L'idée, c'est que tu aies un bouclier. On ne rentre pas seul dans un combat face à une personne qui est toxique. Parce que le risque, c'est de déborder dans ses émotions. Et dans ce cas-là, la personne perverse narcissique a gagné. Comme je t'ai dit tout à l'heure, regardez, monsieur le juge, mon conjoint répond ce genre de choses. Il transforme les preuves, les emails. Au plus tu es accompagné, plus tu délègues ta protection à un bras droit, à tout un système d'experts, au mieux tu seras protégé. Ensuite, il y a le 4e point qui est l'accès à un réseau d'experts professionnels là-dedans. Donc, c'est toute l'équipe de Divorce Consulting qui va gérer ça avec toi. Il y a des avocats, des notaires, des psychologues. L'idée étant de te soulager de cette épreuve qui est compliquée et de la rendre la plus simple possible. Les résultats concrets, c'est des procédures qui sont bien plus courtes. J'imagine que tu n'as pas envie d'attendre 5 ans ou 10 ans avant que la maison soit vendue en effet, qu'il y ait une vraie protection du patrimoine, que ton équilibre psychologique fasse que tu puisses dormir la nuit et que tu protèges aussi éventuellement tes enfants. Donc c'est une procédure qui est plus courte, qui te coûtera moins cher et qui psychologiquement sera bien plus simple à appréhender. Je te mettrai tous les liens vers le site de Benoît Lemogne de Divorce Consulting, sachant que le plus simple étant de faire un premier rendez-vous qui n'engage à rien pour faire la situation sur là où tu en es aujourd'hui. Revenons à nos étapes de stratégie de protection. On a vu que la première étape était de se préparer en silence. La deuxième sera de choisir une bonne procédure. Généralement, on se dit que une procédure par consentement mutuel, par l'intelligence, par le fait que 2 personnes s'arrangent ensemble à l'oral et même à l'écrit après, ce serait l'idéal. Ce n'est pas le cas avec une personne qui est perverse narcissique. Parce que pour qu'il y ait consentement mutuel, il faut que la procédure repose en principe sur la bonne foi des 2 personnes qui sont dedans, par le fait que chacun fasse des concessions réciproques, et je te laisse deviner la suite,
Personne perverse narcissique n'est pas dans la bonne foi ni dans les concessions réciproques et dans une négociation qui est dite équilibrée. Ce sont 3 domaines dans lesquels le pervers narcissique n'a absolument aucun respect, aucune conscience, il ne connaît pas ça. Donc malheureusement, ou heureusement pour toi aujourd'hui, la voie qui est dite contentieuse, c'est-à-dire en gros on va présenter ça devant un juge et on va le laisser faire, ce sera mieux. Parce que le juge est souvent impartial, il te protège. Il y a des possibilités de mesures provisoires urgentes qui peuvent être déclarées dès aujourd'hui. Il y a un cadre de la justice qui protège tout un chacun. Et aussi, le juge peut avoir recours à des expertises indépendantes qu'il peut déclarer. Toi-même, tu peux en faire de ton côté. Le juge peut aussi en déclarer s'il a un doute sur une zone de flou dans le dossier. L'étape 3, ce sont les outils juridiques à activer. Tout d'abord, l'ordonnance sur mesure provisoire. Par exemple, tu peux tout à fait demander à avoir la jouissance du logement principal, selon votre cas de figure. Tu peux aussi demander immédiatement des pensions alimentaires, désigner un notaire, des mesures conservatoires sur les comptes. Ça peut être fait immédiatement. Tu peux aussi mettre en place des expertises. Par exemple, tu peux aller déterminer si cette personne perverse narcissique dissimule certains revenus, certains biens. Et là, il y aura des experts judiciaires qui seront de ton côté. Il va venir reconstituer le patrimoine réel, et non pas celui que lui te donne. Il va identifier des flux suspects. Tiens, il y a une somme d'argent qui part dans tel pays, à tel endroit, dans telle autre société, ou à tel parent, ou à tel copain. Et il va évaluer de manière objective les biens. Cette maison vaut tant. Voici le cachet avec la certification qui est marquée dessus. Et il peut aussi détecter si ton partenaire est en train de brûler l'argent pour qu'il y en ait moins. On parlait du recel de communauté en début de vidéo. Si jamais c'est validé, si jamais on a trouvé ça, dans ce cas-là, il doit prendre de sa part, te le donner à toi, et aussi, il doit réparer ce préjudice. Le juge, dans cette procédure, a bien plus de pouvoir que ce que tu ne le penses. Il peut bloquer des comptes, il peut interdire des ventes, il peut nommer un séquestre, il peut aussi mettre des hypothèques provisoires. Et si tu n'es pas très à l'aise avec toutes ces procédures, tu peux passer par Divorce Consulting ou demander des conseils ou aller trouver des conseils sur Internet pour chacun de ces points-là. Étape numéro 4, c'est de communiquer uniquement par écrit. Jamais d'audio, jamais par téléphone, jamais en face à face. On note tout. On garde chacune des preuves, chacun des emails dans un répertoire, dans un dossier. Voici par exemple les communications du jour de telle date. Ou encore, tu peux organiser tes dossiers par intimidation, par manipulation sur les enfants, par chantage affectif, par dissimulation. C'est-à-dire que tu vas simplifier le travail des experts par la suite en classant tous les messages et en les recensant. Dis-toi bien que chacun des messages que tu vas envoyer par écrit pourra être utilisé contre toi et demande-toi toujours qu'est-ce que le juge va en penser si jamais j'écris ce genre de message. Donc on va avoir un style de communication qui sera factuel, qui sera court, qui n'aura aucune émotion et aucune justification. Le piège classique d'une personne qui est perverse narcissique, c'est qu'il va essayer de te provoquer. On dit tout à l'heure, il va envoyer 300 lignes quand toi t'envoies juste une question d'une ligne. Il va partir dans tous les sens, il va taper là où ça fait mal à chaque fois, il va te manipuler, il te dira tout et son contraire, dans chaque message. En gros, il va tout faire pour que tu craques, et c'est à toi à ne surtout pas rentrer dans ce piège. Si jamais tu as un doute sur un message, laisse passer quelques heures, voire même 2 jours avant de répondre. Quand tu fais une demande, tu ne la fais qu'une seule fois. Rappelle-toi de la règle de l'ascenseur. On n'appuie jamais 2 fois sur le bouton de l'ascenseur. Quand tu fais une demande, elle est faite juste une fois. Quand il y a une réponse, tu la stockes, tu la mets sur ton disque dur. Rappelle-toi que la discussion floue, cette salade de mots, elle est spécifique au pervers narcissique. Il veut t'emmener sur le ring de boxe de la communication délirante. Tu ne dois pas rentrer dedans. Des messages courts, factuels, sans émotion, sans justification. Étape numéro 5, trouver des gens qui vont t'accompagner dans cette démarche. Des avocats, des notaires, des psychologues, ou alors tu passes par Divorce Consulting qui t'accompagne de bout en bout, qui te met tous les experts qui sont dédiés à lutter contre les pervers narcissiques, qui sont habitués à ce genre de procédure. Pour finir, et j'aimerais que tu fasses une capture d'écran de cette partie-là, voici les pièges à éviter. On a déjà dit, ne pas rentrer dans l'émotionnel, ne pas monter sur le ring de la communication délirante. Tu ne dois jamais accepter vite un arrangement qui a été imposé sous la contrainte. Tu ne dois jamais signer quoi que ce soit sans avoir pris plein de temps pour y réfléchir et montrer ça à d'autres experts. Tu ne dois jamais céder au chantage émotionnel. On n'entre pas dans les provocations. On imprime le mail, on le stocke dans un drive et on marque type d'email, nom du répertoire, provocation.
On ne sous-estime jamais la détermination d'une personne perverse narcissique, ni son endurance, ni même sa ruse maléfique. On ne néglige pas sa propre santé mentale et on ne s'isole pas et on ne refuse pas du soutien. J'ai dit tout à l'heure que la création du dossier devait rester secrète. Pour autant, je te recommande de voir le maximum d'amis, de sortir et de te changer les idées. Tu peux même leur parler de ce qui t'arrive, mais ne rentre pas dans le détail de la procédure que tu lances. Reste très discret dessus. Ce que tu dois toujours faire de manière quotidienne, tu documentes. Tu utilises uniquement la communication écrite, idéalement par email, parce que c'est le plus simple à imprimer. Pas d'SMS, rien de plus. Tu retrouves un accompagnement juridique et un accompagnement psychologique pour t'accompagner. Tu fais tout pour protéger tes enfants et pour qu'ils ne soient pas instrumentalisés. Tu t'entoures d'un réseau de professionnels qui sont solides et qui sont habitués à ce type de conflit. Et rappelle-toi que cette épreuve, elle est temporaire. Il y a une date de début, il y a aussi une date de fin. À un moment donné, ce sera terminé, l'autre partira et il sera le temps de la guérison, de l'apaisement et de retrouver la vie joyeuse et radieuse que tu mérites. Voilà, maintenant tu as les clés pour protéger ton patrimoine, mais ce n'est pas qu'une question d'avidité. C'est une question de respect de toi-même, de protection de ton avenir et de celui de tes enfants. La vraie victoire, c'est pas juste de récupérer sa part, c'est sortir intact d'une relation toxique avec les moyens de reconstruire ta vie et d'être enfin libre. C'est pour ça qu'il faut préparer et anticiper. Voilà mes amis, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve prochainement. Je vous aime, salut à tous, bye.